Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Madame, un grand remerciement également à M. Fleury, qui a accueilli chaleureusement depuis la semaine dernière. Et puis, sans s'attarder, on va peut-être passer à une petite présentation que je viens d'écrire hier, même terminé hier sur Rachida, que j'ai écrit sur elle depuis qu'elle a publié son premier roman, intitulé Nana ou les racines. On a l'impression que cette publication date de plusieurs années, pourtant, on a été effective en 2015. Donc j'ai intitulé ma petite communication du littéraire au philosophique, donc des regards croisés sur l'art. On pourrait se demander, sur un plan académique, si la bifurcation du champ socio-professionnel vers la littérature, puis vers la philosophie et l'art, pourrait être de l'ordre, si vous voulez, des tribulations que connaissent les chercheurs un peu partout dans le monde. Donc, pour le cas de Madame Rachida Nasseri, nous nous contenterons sur un plan méthodologique de tenir compte d'un dénominateur commun entre ces formes de la pensée. En définitive, elle est dans le champ intellectuel, elle essaie un petit peu de se renouveler d'un cycle à l'autre. Et elle ne se fiche pas dans une seule forme de création, un seul genre, une seule orientation académique, pour ainsi dire. Donc, cette pluridisciplinarité, nourrie d'une remise en cause constante, a poussé Rachida Nasseri, auteur, engagé à être dans une rigueur de réflexion, d'où son choix de la philosophie comme ligne fédératrice de sa réflexion qui se profile d'une manière holistique, si vous voulez, d'une manière de Habermas sur le plan de la communication. Donc, depuis le début des années 2010, quand elle voulait publier son premier essai sur la psychopédagogie, elle avait décidé de se reconvertir en écrivain, et du coup, donc, on a eu cette trilogie qui est présentée aujourd'hui dans votre honorable centre, à travers trois romans. Le premier dont j'ai parlé, Nana et les racines, et les deux autres, Appel de la Médina, tome 1 et tome 2. Donc, suite à cette trilogie, et étant donné son implication constante dans les milieux de l'art, notamment à la Villa des Arts, où on s'était rencontrés, où je l'ai présenté moi-même, ces voyages constants à Essaouira, ville d'art par excellence, etc. Elle a eu l'idée donc de faire un recul philosophique sur la question de l'abstraction, une question qui émerge ces derniers temps, à partir de Casablanca, pour contrecarrer les anciennes formes, si vous voulez, d'art qui avaient de la place ici même dans l'orientalisme et les autres formes de peinture. Ils sont maintenant, si vous voulez, bousculés par cette peinture à caractère, si vous voulez, de recherche. Donc, c'est une peinture de recherche en définitive. Nous en parlerons demain. Il y aurait une table ronde autour de ces questions inhérentes à l'abstraction et à la philosophie, du regard des sciences humaines. Et du coup, le premier écrit a été un travail sur soi. Donc son travail, de manière générale, est un travail sur soi. Elle travaille sur elle-même, déjà en tant qu'auteur, elle travaille sur son corps. Et son écriture elle-même devient en quelque sorte un corps qui nous présente plusieurs facettes de la femme marocaine d'aujourd'hui. La marocaine d'aujourd'hui qui a pu vraiment, si vous voulez, qui a pu se révolter, je dirais, se révolter de son fort intérieur pour s'imposer avec des œuvres novatrices dans le champ culturel, local et international. Bon, hormis les articles que j'avais consacrés à Rachida et qui feront l'objet d'un livre très prochainement, un livre sur son œuvre, d'accord. Très bien, d'accord. Voilà. Donc, je vais justement rappeler que plusieurs étudiants ont travaillé sur ces textes.
Hein. J'ai encadré pas mal d'étudiants qui ont travaillé sur ces textes et actuellement, il y a une doctorante qui a décidé de lui consacrer une thèse. Donc, elle va revenir sur ses essais, et ses romans, éventuellement sur ce qu'elle vient de publier, ce qu'elle va publier prochainement parce qu'elle vient de me faire part d'un nouveau projet d'écriture. Donc, nous sommes si fiers d'avoir une dame, des dames, hein, comme Mme Polia, nos amis, Rachida Nassiri, qui nous honorent. Hein. Je ne vais pas trop m'étaler sur ces détails-là. Je vais tenir compte de la suggestion de notre ami Benani. Je dois en parler également. A été l'illustrateur principal des couvertures de ces livres. Hein. C'est un plasticien-chercheur, ingénieur, qui fait partie de notre groupement, des plasticiens-chercheurs. Hein. Bien sûr, il est très engagé dans ce dialogue entre, si vous voulez, l'écriture, d'une part, et la peinture. Et il vient de s'orienter, durant son dernier cycle de travail, de s'orienter vers l'abstraction lyrique, hein, dont nous parlerons demain, et à Essaouira, le 23 mars, que j'organise en tant que directeur artistique une très grande manifestation autour de l'art abstrait à Essaouira, avec des artistes nord-africains qui sont là, qui sont présents avec nous, dont M. Ateya Zouliri qui vient de l'Égypte, il est là. Monsieur Samba El-Kibir qui a fait sa formation en Suisse, et d'autres bien sûr, et toutes ces figures constituent un nouveau groupement hein, qui essaie un petit peu de faire propulser l'art vers la recherche, vers l'universel, hein, pour justement avoir si vous voulez, une ouverture plus large sur ces questionnements multiples. Voilà, donc nous allons commencer par une projection, si vous permettez, une projection documentaire avant de revenir à la présentation. Merci. Le Octopus Docteur est une figure emblématique du Maroc oriental. Elle est issue d'une famille oujdi où les valeurs et les traditions ancestrales lui sont inculquées avec discipline et rigueur depuis son jeune âge. Ses premiers pas de scolarité se font à l'école primaire Victor Hugo, puis elle fréquente le collège Pierre et Marie Curie et le lycée Omar Ibn Abdelaziz à Oujda. Excellente élève, elle poursuit ses études à la mission universitaire et culturelle française où elle entretient un rapport intime avec la langue de Molière. Femme de culture, Dr Rachida Nassiri fait ses débuts professionnels au Centre national de recherche pour l'arabisation, compilant de nombreux ouvrages en français, en latin, espagnol, en vue de leur traduction en langue arabe. Femme de réflexion, en parallèle à sa professionnelle, elle a participé à la conception et à la mise en œuvre de différents référentiels de formation. Ces publications traitent de plusieurs thèmes concernant surtout l'accompagnement et l'adaptation des personnes en difficulté sociale et psychologique. Femme d'action, Dr Rachida Nassiri œuvre aussi dans plusieurs mouvements associatifs tels que l'Association marocaine de prévention et d'éducation pour la santé, AMAPES, Stop Tabac, Association marocaine des victimes des dépendances, ou encore Association marocaine Alzheimer et maladies apparentées à MAMA. Elle s'est investie pour le rayonnement du Maroc oriental, mais aussi pour tout le pays, notamment par de nombreux séminaires, de conférences, de rencontres sur la thématique des sciences de l'éducation, tant à l'étranger qu'au Maroc, entre autres lors des congrès francophones à Boston aux USA, de la femme africaine performante à Casablanca, au Festival méditerranéen des écrits de femmes, à l'exposition à Aix-en-Provence sous le thème « Aux couleurs d'Oujda » et tant d'autres aussi. Femme formatrice, plus tard devenue professeure de psychopédagogie au Centre pédagogique régionaux CPR et à l'ENES à Casablanca, Rabat et Agadir, où elle a formé plusieurs générations de professeurs, inspecteurs, proviseurs, ainsi que plusieurs promotions de personnel paramédical et infirmiers diplômés d'État du ministère de la Santé. Le lycée Al-Khawarizmi de Casablanca a été le premier centre pédagogique
où elle a enseigné avant que le CPR de Debralev ne soit ouvert. Femme sportive, Rachida a grandi au rythme des sports scolaires au parc El Aïcha d'Oujda et plus tard, elle met à l'épreuve son endurance durant les marathons internationaux de Marrakech et de Casablanca, ainsi que des courses à thème comme courir contre l'oubli, courir pour le plaisir, etc. Les décorations et hommages mérités par Dr Nasseri sont nombreux. La diversité de ses activités dans le travail et sa volonté de toujours donner plus ont été reconnues et récompensées par la décoration royale décernée en juillet 2004. Le Centre d'études et de recherche humaine et sociale de la ville d'Oujda lui a rendu hommage en 2013. La revue Jossor lui a décerné le certificat d'honneur pour les divers services rendus à l'État marocain. Le lycée Al-Khawarizmi aussi lui a rendu hommage pour son centenaire. D'autres hommages lui ont été rendus au 5e congrès de Africa Femmes Performantes en 2012, lors de l'exposition Couleurs d'Oujda franco-marocaine à Aix-en-Provence, toujours en 2012, au Festival méditerranéen des écrits de femmes à Rabat en 2012 également. Les multiples activités du Dr Nasseri ne sont pas restées inaperçues des médias. Dans le Matin du Sahara d'octobre 2011, paraît un article intitulé « Rencontre ». En novembre 2011, dans Post-Jordan, une revue arabe de Jordanie, paraît un article aussi sous le titre « Riwayat tahki dawr al-jaddat fi hayat maghribiyat ». La revue Famille Actuelle a édité un article intitulé avec justesse par Dr Rachida « L'écriture me permet de dévoiler la complexité des rapports humains » en décembre 2012. La revue L'Orientale.ma a édité un article sous le titre de « La femme au cœur du développement, cas de l'Oriental » en décembre 2013. Femme au cœur. Ces écrits ont débuté, comme signalé plus haut, par une série d'articles d'apprentissage et représentation parus dans la revue Psychologie de l'éducation et tant d'autres manuels de psychopédagogie. Son attachement aux racines marocaines, tout en inculquant les valeurs ancestrales dans son parcours d'enseignante, l'a conduite à s'orienter vers le roman. Une autre facette que nous allons découvrir dans la présentation de ce soir par Dr. Un grand merci à Khadija, Khadija qui a toujours été impliquée dans notre cercle en tant que journaliste, en tant que dame très intéressée par la lecture. Nous avons parlé la semaine, il y a quelques jours de lecture et vous avez toujours été une lectrice très engagée. On vous remercie d'avoir contribué à cette animation. Merci. Voilà. Donc, en fait, Rachida Nasseri, comme je l'ai dit tout à l'heure, a milité sur la défense un peu de la tradition, d'un point de vue éclairé, une tradition modernisée. Il y en a là, mais il y a également le prolongement dans cette pensée moderne. Et puis, dans le tumulte de cette réflexion, il y a la problématique sur le genre. Donc, est-ce que tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as décidé un petit peu de t'engager dans cette problématique et puis éventuellement nous présenter l'essentiel de cette réflexion à travers ta projection. On demande la parole pour nous honorer de cette participation. Bon, merci. Seulement, Gilles, je dois avoir, parce que là, mon ordinateur et il n'est pas compatible avec votre installation. Qu'est-ce que je fais? Ému par le reportage de notre journaliste Khadija, qui a été filmé sur Internet.
Internet qui a résumé Nana ou les racines. Donc, si je prends la parole aujourd'hui, c'est à l'occasion du 8 mars, pour traiter de l'approche genre, les acquis et les perspectives, et d'ailleurs une approche genre que j'ai déjà présentée dans pas mal d'institutions, aussi bien à l'université ou dans certaines associations féminines. Mais la question qui se pose, c'est que cette thématique de l'approche genre pose problème. Bien que plusieurs masters aient été ouverts dans plusieurs universités, tant à l'échelle mondiale qu'à l'échelle marocaine, nombreuses sont les personnes qui se demandent en quoi consiste cette approche. Alors en quoi il consiste? C'est très simple, c'est qu'il s'agit de mettre l'accent sur différents plans par les missions accomplies par la femme sur différents niveaux. Si on commence d'abord par les acquis, comme vient de le mentionner notre présidente Mazen Ouazzani, les acquis ont été énormes. À l'heure actuelle, donc en ce 3e millénaire, qu'elles soient enseignantes, journalistes, médecins, agents de police, cultivatrices ou même patronnes du patronat comme Madame Ben Salah, qui est admirée même à l'étranger, c'est autant de fonctions qui dénotent autant d'engagement et de mobilisation. Des femmes qui se sont illustrées dans leurs domaines respectifs, déterminées, débordantes, à pied d'œuvre, engagées dans des problématiques familiales, éducatives, environnementales, économiques, politiques, etc. Des mobilisations malgré de nombreux obstacles. Lorsqu'on se réfère justement à l'histoire de l'humanité, au niveau des mythologies gréco-latines, qu'est-ce qu'on voit? On voit le personnage d'Ariane, le fils d'Ariane. On voit aussi Antigone, que nous avons étudié au lycée. On a même joué des pièces de théâtre de Antigone qui rend hommage à son frère Polynice, malgré l'interdiction, et pour ça, elle a été enterrée vivante. Électre, le symbole de la piété filiale. Le symbole aussi de Pénélope, le symbole de la fidélité et du sens du devoir. Sans oublier aussi Marie Curie, qui a inventé justement la radioactivité, et au cours de la Première Guerre mondiale, c'est grâce à elle qu'il y a eu le premier service de radiologie mobile, ou bien en Égypte, la reine Néfertiti, etc. Donc aussi bien l'histoire de l'humanité nous a donné des symboles comme Marie Curie, etc. Ça n'a rien à voir avec le lycée où j'étais élève, où j'ai passé mon bac. Bon, Marie Curie, qui a rendu des services énormes à la médecine actuellement, ou l'égyptienne Néfertiti, etc., ou bien la mythologie gréco-romaine. Donc cette trilogie, finalement, nous amène dans le Maroc oriental. Le Maroc oriental, c'est un portrait de notre époque depuis les années 70. Alors, les 3 héroïnes principales que j'ai campées dans cette trilogie, il y a d'abord la jeune fille Zohra, institutrice, Milouda, sa maman, et évidemment Nenna, la grande Nenna, comme parlait tout à l'heure notre présidente. Des femmes émouvantes, parce que là, j'arrive pas, j'ai pris l'habitude d'avoir mon ordinateur à côté, qui ne marche pas maintenant. Bon, mais Jihan, j'espère que vous faites le nécessaire, parce que je ne vois pas derrière. Donc, ok. Donc, des femmes émouvantes dont le profil se définit par un dévouement sans faille. Elles ont des exigences immenses, d'abord envers elles-mêmes. Elles ont le sentiment qu'elles se doivent de ne point décevoir les autres. Elles sont toujours en quête de reconnaissance, elles sont très responsables. Alors, nous allons écouter Samia Harissi. Et qu'est-ce qu'elle présente? Ah non, pas celui-là. Appel de la Médina de Rachida Nassiri, par l'édition Larmatan, Lettres du monde arabe, l'histoire d'une famille déchirée sous forme de chronique de la ville d'Oujda au siècle dernier, on va dire. Alors, merci Wadir et Samia Harissi. C'est que cette trilogie, donc il y a le tome 1, je ne sais pas où il est passé, c'est celui que vient de présenter Samia Harissi, c'est que cette trilogie
aborde la thématique du quotidien familial. C'est une sorte de chronique douce, amère, qui relate les joies et les querelles d'un quotidien jalonné de problèmes répétitifs. Des femmes multitâches qui font un travail remarquable et qui s'inscrivent dans une continuité. Alors le déclic pour écrire cette trilogie romancière, puisque dans le temps, en 2010-2011, j'écrivais en psychopédagogie. Le déclic, c'était des femmes lambda, nombreuses, qui se tirent à la tâche pour se mettre au service des autres, se dépensant sans limite, aussi bien pour leurs frères, leurs tantes, etc., tout en subissant des violences, des harcèlements qui, répétés et cumulés, transforment la vie de Zohra en cauchemar. Donc c'est une thématique liée à la place, au statut des femmes, et les témoins de ces violences dans la sphère familiale ou professionnelle, parce que la société civile aussi, elle donne ses témoignages, on distingue deux clans, les supporters, les outsiders, finalement qui restent en retrait de peur d'être agressés à leur tour, et les défenseurs plus ou moins complaisants. Donc finalement, ce déclic, il est dû à des constats. Finalement, en psychosociologie, c'était pas en psychopédagogie, mais en psychosociologie, où nous avions étudié à l'université que les différences de statut sont fonction d'un degré de considération selon deux critères. Alors, dans les années 70, les deux critères étaient quoi? C'était le sexe et l'âge. C'est-à-dire, comme nous disait le professeur de psychosociologie, au Maroc, le plus grand statut, c'est être de sexe masculin et âgé. Le plus faible statut, c'est d'être de sexe féminin et jeune. Or, ces deux critères, comme on va le voir plus haut, j'apporte un bémol, parce que là, j'étais étudiante dans les années 70. Actuellement, avec tous les acquis, il faut mettre un bémol et ouvrir un certain nombre de questions. D'où alors, il faut cliquer. Donc, après cette introduction, donc, la psychologie revient à l'honneur. Lorsqu'on étudie finalement cette trilogie, on est interpellé par les paradoxes, les ambivalences de la personnalité. C'est des personnages qui offrent des images de la complexité, des oscillations entre l'individuel et le collectif. Donc cette trilogie, elle dresse le constat de personnalités tiraillées par leurs contradictions ou par leur ego hypertrophié. C'est une trilogie à facettes multiples qui rend compte des liens passionnels, douloureux. Zohra, par exemple, l'héroïne de Appel de la Médina, elle subit un enfermement dans des relations toxiques, aussi bien elle subit des pressions professionnelles puisqu'elle est enseignante, familiale, harcelée par son frère Jamel, oui, Jamel, il s'appelle bien Jamel, oui, un toxicomane qui vraiment l'exploite sur tous les plans et la harcèle. La vision qu'elle porte sur elle-même et sur les autres est alimentée par une gamme de pensées et de sentiments suite à tous les dégâts affectifs. Donc des rapports s'imposent à elle avec violence. D'où alors cette trilogie vise à présenter les changements psychosociaux depuis les années 70, c'est-à-dire maintenant ou les racines, avec l'individualisation galopante. Bon, tout à l'heure, Khadija nous a présenté grâce à Internet. Oui, mais les nouvelles technologies de l'information ont cassé la cohésion sociale, familiale. Donc, des mutations qui ont un impact énorme sur le lien social. D'où des questions récurrentes qui se posent. D'abord, au niveau de la répartition du travail, la hiérarchie des métiers. Comment concilier entre vie familiale et vie professionnelle de notre temps avec un quotidien stressant. Et j'arrive alors au bémol que j'avais présenté tout à l'heure, c'est que actuellement la femme marocaine, depuis les dernières constitutions, a une
pas mal d'acquis. Les associations féminines sont sur le terrain, elles travaillent d'arrache-pied, mais disons que là j'ai vraiment du mal à m'exprimer, parce que là c'est à partir de mon vécu, aussi bien en tant que professeur au niveau de la santé pour former le corps médical, ou au niveau de l'ENES pour former des professeurs en formation continue, etc. Et, ou bien alors mon investissement dans la société civile. Là, il faut combattre un certain nombre d'idées reçues sur notre société patriarcale, parce qu'une nouvelle ère, finalement, a commencé avec les acquis. Madame la Présidente vient d'en parler, les nouvelles constitutions, et j'ai l'impression qu'en écoutant, soit au niveau de la société civile, dans les caravanes médicales, ou parfois même mes propres étudiants qui se plaignent de leurs femmes, de leurs sœurs, etc., je me dis alors, tout ce langage les femmes actuellement ont pris l'habitude de se victimiser. C'est une victimisation des femmes à travers des stéréotypes, soit des autostéréotypes, nous sommes harcelés, il y a des violences, ou hétérostéréotypes en psychologie. C'est-à-dire un certain nombre de stéréotypes qui fait qu'il y a eu des changements, les femmes ont demandé des droits, mais actuellement, nous autres, alors ce que j'ai observé, là c'est purement personnel, d'ailleurs on en a discuté souvent au niveau de l'université, c'est que si la femme a souffert et certaines femmes continuent de souffrir, eh bien certains hommes souffrent. On parle beaucoup actuellement, les médias se sont emparés de cette problématique, nous parlent, alors rien que le mois dernier, on a eu des séminaires sur les violences contre les femmes, etc., etc. Bon, d'accord, mais dès qu'il s'agit de souffrance de l'homme, et là je parle en tant que femme marocaine, donc dès qu'on parle, les souffrances de l'homme, les traumatismes masculins, silence radio. C'est un sujet tabou dans notre société marocaine. Et là, c'est une problématique monstre, parce que cette souffrance masculine fait que, bon, comme je la côtoie presque quotidiennement, soit au niveau de mon expérience professionnelle ou mon expérience dans la société civile, c'est que, ou bien alors, par exemple, puisque j'ai parlé de l'université et des critères sociaux de socialisation, dans les années 70, on nous disait que, alhamdoulilah, il y avait même certains sociologues qui écrivaient sur la question, on ne jette pas nos parents à la rue. Mais si les Occidentaux, ils ont les maisons de retraite ou d'ekchi. Les grands-parents sont respectés d'ekchi. Bon, mais actuellement, c'est-à-dire depuis 70 jusqu'à 2018, je regrette, je fais beaucoup d'associatifs, l'initiative pour le développement humain, des centres qui sont ouverts, et alors, les expériences auxquelles on est confronté montrent qu'il y a urgence à se poser certaines questions. Pourquoi? Parce que là, alors comme je l'ai traité ici, et là ça a été inspiré directement des associations, société civile, etc. La problématique des personnes âgées. Et lorsqu'on voit finalement, je ne vais pas vous raconter toutes les études de cas, c'est trop. D'ailleurs, les médias, aussi bien Oula que 2M, se sont emparés de cette problématique, des personnes âgées. Et lorsqu'on voit que le pire ennemi d'une femme, c'est la femme et non pas l'homme, des présidentes d'associations, c'est ce qu'elles me disent. Je vois dans notre aimable assistance une directrice d'école qui est aux prises avec les mamans. Elle est là, elle est venue de son école et je vous en remercie, madame. Alors, une nouvelle ère s'est ouverte. Alors, moi, je vois ces professeurs ou le corps médical, etc., qui souffrent du comportement de leurs femmes, qui ne conçoivent que la partie droit. Et même,
finalement, au niveau des séminaires, si on ouvre la parenthèse, de voir comment ces femmes définissent la notion de famille. La notion de famille, malheureusement, dans les représentations de cette frange de femmes marocaines, famille désigne ses parents, son frère, ses cousins, ses cousines, voilà. Voilà. C'est-à-dire que ces enfants, alors je parle, par exemple, certains infirmiers cadristes qui sont majors dans des hôpitaux et qui me disent, voilà, Mémitrol, le gosse, bon. Là, je ne continue pas parce que ça m'arrache, parce que pourquoi je me révolte? Parce qu'en France, en Europe, on a beaucoup écrit sur les enfants à clé. Les enfants à clé, c'est quoi? C'est des enfants, c'est-à-dire la femme et le père travaillent à des centaines de kilomètres. Ils mettent à leurs enfants une corde avec la clé de l'appartement. Et ils vont travailler. Bon, il y a à midi, les enfants mangent sur place, mais ils sortent à 4 heures. Et ils doivent rentrer tout seuls, et ça fait des dégâts à 4 heures. À 16 heures, ils rentrent chez eux, parce qu'ils regardent la télé, ils grignotent, etc. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Qui dépose l'enfant à l'école, vous me contrôlez, madame la directrice, à 8 heures, il dépose l'enfant à l'école, la mère se réveille, elle fait la grasse matinée, elle ne travaille pas. Elle va à l'épicerie pour lui acheter, oui, un Danone ou un... Elle vient supplier entre midi et 2 alors que les institutrices doivent rentrer chez elles. L'après-midi, alors madame la directrice, elle a un grave problème parce que ces mamans, elles font des vitrines, elles sont dehors, et alors l'école qui doit fermer, madame la directrice est là, et pour fermer, et puis l'école a travaillé. Non, ces mamans, elles viennent jusqu'à 18h passées, 20h. Pourquoi? Elles faisaient les magasins, elles étaient entre copines. C'est une exception, voilà. c'est pas une règle générale. Alors, est-ce que c'est une exception? C'est une exception. Nous reviendrons à ces questions au débat. Mais si vous avez des remarques, voilà. Donc c'est une parenthèse à ouvrir actuellement parce que un certain nombre de questions se posent sur l'équilibre familial. Je parle en tant que psychopédagogue. Alors la psychologie des relations interpersonnelles, c'est-à-dire que nous sommes aussi bien on fait référence à une réalité psychologique que psychosociale, dépendant de certains traits de la personnalité commun. Enfin, on doit poser des problèmes de comportement en termes de relations entre personnes avec un dogmatisme multidimensionnel. Et enfin, relations interpersonnelles et esprit de la culture ou intentions sociales, c'est-à-dire finalement des philosophies de vie, des esprits collectifs ou patterns de culture, où histoire personnelle et histoire collective sont indissociables. Cette trilogie, finalement, oh là, elle est encore loin, hein, parce que moi je vous fais l'économie de tout ce qui est psychologique, c'est trop académique, oui. C'est trop académique et je vous ai ennuyé avec mes histoires de psychologie. Donc le jargon psychologique, je passe. Ça va? Voilà. Alors nous arrivons encore. Le schéma justement, encore. Le schéma, le diagramme, c'était civil, mais tout le monde, toutes les énergies doivent se mobiliser, où on voit justement dans cet axe cartésien entre les compétences, les possibilités, que nous sommes aussi bien l'homme que la femme. Voilà, je vais me taire et laisser Samia Khalissi parler à ma place. Elle parle tellement bien. Écoutez, vous nous présentez une écrivaine, comme vous aimez à le dire. Une écrivaine, Rachida Nasseri, qui est devenue romancière un peu par hasard, on va dire, en rédigeant un manuel de psychopédagogie. Elle repense à sa grand-mère, Nana, à la manière qu'elle avait de leur transmettre ses valeurs, et elle décide d'écrire son histoire. Elle en fera un roman, Nana ou les racines, sur fond de chronique sociale du Oujda des années 70, un ouvrage largement autobiographique, d'où l'émotion qui s'en dégage. On regarde le
portrait sans retouche de Mohamed Badawi, récit Hanan Faro. Si Rachida Nasseri a souvent écrit, c'est surtout pour rédiger des manuels professionnels. Cette psychopédagogue a enseigné cette science humaine à des générations de cadres avant de se lancer dans la littérature. Nana ou les Racines, son premier roman est une chronique socioculturelle où son aïeul Nana tient le premier rôle. Nana, qui sans même le savoir, va lui inspirer sa carrière. À sa courte enfance, sans scolarisation, analphabète, vieille femme, au contact direct avec ses petits-enfants, elle incarne justement une certaine façon de voir les choses, une certaine façon de voir la vie. Spontanément, elle véhiculait certaines valeurs, elle véhiculait, je dirais pas certaines lois, certaines notions clés qu'on retrouve dans le développement personnel en psychologie positive. Après la pause lecture, Rachida prend en famille le chemin de la Villa des Arts. L'émotion est palpable. Ce soir, elle présente son livre au public. Elle va transmettre au lecteur ce que Nana lui a transmis pendant son adolescence, l'histoire d'une époque, d'une tranche de vie profondément humaine et universelle. À la deuxième lecture, elle m'a orientée sur l'aspect sociologique de cette époque. Disons, la place de la femme, tiraillée entre désir de modernité, les valeurs ancestrales à respecter, les difficultés dans l'enseignement. On va dire que rapidement, j'ai fait faire le tour du livre. À travers Nana, Rachida Nasseri livre un témoignage émouvant du Oujda de son enfance, la chronique d'une jeunesse déchirée entre conflits de génération et soif de liberté, une révolte apaisée par la tendresse d'une grand-mère, bien en avance sur son temps. Bien, alors, nous revenons à nos moutons. Donc finalement, quelle perspective? Parce que tout à l'heure, c'est la psychopédagogue qui parlait. Parce que lorsqu'on est dans ces centres personnes âgées, au niveau de la société civile, dans une caravane médicale, et qu'on est face à des drames humains dont les causes sont la mère, on se pose des questions. Donc, finalement, quelle recommandation? En s'inspirant aussi bien de la nana de Madame Ouazani, notre présidente, ou notre nana d'Yveline. Là, Yveline, elle est née à Oujda, sa grand-mère aussi, et sa grand-mère avait ouvert le premier lycée de broderie et de dentelle à Oujda, la dentelle, sa grand-mère. Bon. Et dans cette école, justement, destinée aux jeunes filles en échec scolaire, c'était des cours de broderie et de dentelle. Pourquoi j'en parle? Parce que, bon, Yveline, donc, elle est partie d'Oujda, mais elle revient de temps en temps parce qu'elle adore le Maroc. Et mes tantes ont fréquenté ce lycée de broderie et de dentelle. Donc, il s'agit de faire, alors, première recommandation, faire un travail concret sur soi-même. Un effort de distanciation. Comme la devise de la nana de Madame Ouazani ou sa maman, il s'agit de donner des repères aux jeunes avec la conscience que nous sommes, nous adultes, nous sommes responsables de les aider à se construire. Comme Nana, d'ailleurs, analphabète, quand il y avait une situation de crise, elle savait trouver les propos pour adoucir la crise, tempérer les prises d'opposition. C'est des qualités, bon, que, après, en psychopédagogie, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Évoluant avec beaucoup d'ouverture vers autrui. Donc, le personnage de Nana présente un bilan de vie tel que nous l'avions connu dans les années 70. Ce sont là des règles d'hygiène relationnelle pour mettre en commun dans le respect de soi et de l'autre. Et cela transforme notre regard au monde. Deuxième recommandation, c'est que nous, êtres humains, nous sommes inconscients au sens psychanalytique du terme. Nous présentons une double ignorance. D'où la trilogie Nana ou les Racines et les appels de la Médina. Ce sont peut-être des romans, mais inspirés du vécu. Je n'ai aucune imagination, d'ailleurs je ne sais pas imaginer. C'est pas des fictions. C'est des écrits à caractère didactique.
D'ailleurs, si on revient à la philosophie socratique, le connais-toi toi-même de Socrate, avant de chercher à juger les autres, apprendre à tirer parti de nos potentialités, de nos différences, pour pouvoir partager une vie ensemble. Donc cela, c'est des qualités morales de sagesse, une force intérieure qui rend toutes nos nanas et toutes nos femmes marocaines aptes à jouer leur rôle dans la société. On reconnaît en l'aide, donc, un sens moral qui correspond à la faculté qui s'appelle la conscience morale. Pour maintenir la cohésion familiale et sociale. D'ailleurs, le développement de toutes les nations tire un grand bénéfice des potentialités humaines, d'abord, les ressources humaines. Et enfin, le courage d'être soi. Une intelligence émotionnelle, apprendre à s'assumer, à assumer ses responsabilités, à assumer ses choix. Donc, être capable d'une auto-évaluation, apprendre à se remettre en question, à remettre en question ses choix, ses attitudes. D'où l'apprentissage et la force mise à niveau entre les individus et les générations, qui renvoient chacun à sa propre existence. Pour conclure, puisque je vous ai trop ennuyé avec le jargon de la psychologie, cela remet en question donc en conclusion, ça arrive, notre rapport aux autres, au monde actuel. Comment exister dans des environnements en pleine mutation pour se développer, pour développer sa motivation, pour avancer, pour donner du sens à ce qu'on fait. Quelle symbiose entre les générations? Et aussi pour la sauvegarde de notre patrimoine socio-culturel. C'est que mon vécu, aussi bien depuis que j'étais enfant, me permet de traiter la matière psycho-socio-pédagogique dans ses subtiles composantes, pour mettre en relief les représentations socio-culturelles de notre identité marocaine. Parce que ce qui est en jeu, c'est la qualité de vie. Il faut travailler pour l'évolution des mentalités, pour permettre à chacun de s'épanouir, de faire bénéficier notre pays du potentiel énorme de chacun. Il ne faut pas alors oublier aussi la valeur constitutionnelle de l'éducation. C'est que Nenna, bien qu'analphabète, rend compte des valeurs qui animent l'éducation dans les années 70-80. Ces valeurs de la tradition marocaine conjuguées avec celles de la modernité. Et je termine enfin par une allégorie qui m'est très chère en psychopédagogie, c'est l'allégorie de la centrale nucléaire de l'être, qui renvoie au choix moral du sujet. N'est-ce pas symboliser notre difficulté à répondre à certaines valeurs contradictoires, qui sont d'ailleurs en relation avec nos propres contradictions. Il s'agit de reconnaître la complexité psychique, non pas pour déresponsabiliser l'être humain, mais pour lui redonner toute sa liberté. En somme, cette trilogie Nenna et Zora nous plonge dans les convulsions contemporaines. Merci. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec le jargon de la psychologie. Merci, merci pour vos applaudissements, chère assistance. Voilà, donc je vais rappeler très brièvement l'essentiel de ton discours avant d'ouvrir le débat sur les questions que tu as soulevées, mais également sur d'autres questions non abordées ou peut-être qui font l'objet de controverses ou de dialectiques vis-à-vis des participants à cette rencontre. Fort intéressante à plusieurs égards, puisque à travers ton discours fondé sur un petit peu le schéma thèse, antithèse, synthèse, on a eu une définition, ta définition de l'approche genre, qui un petit peu remet en cause les thèses un petit peu qui dressent les femmes contre les hommes. Tu nuances, donc tu as défendu également l'homme, elle a parlé en quelque sorte de ce que le professeur Tsedleoui, je me rappelle de sa belle expression, il l'avait prononcé au début des années 90, le mal du mal. On dit que nous allons connaître dans les années à venir ce qu'on appelle le mal du mal, c'est-à-dire la crise du masculin telle que tu l'as exprimé. Donc la référence au mythe, elle est fort intéressante. J'ai en tête un petit peu le dernier numéro de magazine littéraire qui est revenu justement sur la figure d'Antigone,
en parallèle avec Mars, etc., pour justement remettre en surface la condition féminine de manière un peu actualisée. Donc ce mythe, il est devant nous, il n'est pas derrière nous, mais il est devant nous pour les critiques aujourd'hui. Bien sûr, ton œuvre, elle est au cœur de ta réflexion. Hein. Tu ne peux pas te passer des références à tes romans, à caractère didactique. Hein. Je viens souligner un peu l'aspect réaliste de tes romans, hein. Bien que j'y ai trouvé personnellement une part de fiction très intéressante, hein, dans la construction des figures de style, etc. Je pense que le style, il est vraiment littéraire, hein. Je le dis et je le répète, c'est un style intéressant du point de vue esthétique. Les sciences humaines, en tant que système, si vous voulez, de remise en cause, hein, du substrat expérimental, hein, qui sont tous les deux entre les sciences humaines et la médecine, hein, par conviction. Donc c'est pour créer justement cette interaction dont j'ai parlé entre les sciences humaines et les sciences expérimentales, un débat qui s'impose aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Bien sûr, la résistance, la révolte, tant de mots qui font référence à ton jargon, hein, imprégné par le militantisme, hein, et par la défense de la mémoire et la tradition, au sens ouvert, pas au sens fermé. Hein. Donc, tu fais appel à une interculturalité dans la traduction plutôt que à d'autres, si vous voulez, formes d'enculturation, d'exclusion, etc. Il y a un dialogue qui est là. Un dialogue qui apparaît à la fin de ton mot à travers l'éducation, hein, une éducation au sens ouvert. Hein, l'éducation au sens ouvert qui un petit peu utilise un peu le substrat psychanalytique en tant qu'assise, hein, pour faire un travail sur soi, hein, et sur l'autre en même temps, et à travers une remise en cause constante de la démarche, faisant référence à ce que nos grands-parents appelaient Einselok, hein, la science du comportement. Hein, c'était un petit peu un savoir inculqué dans nos vies, si vous voulez, depuis l'enfance. Au sein de ma famille, on me parlait de Einselok depuis que j'étais enfant, et ce retour toutes les familles marocaines. à ces transmissions des grands-parents. C'est la génétique. Et dans nos gènes. Toutes les familles marocaines. Là, il m'a dit, tu as beau à étudier toutes les sciences, mais Einselok, un peu, c'est le moyen qui te permettra un peu de réussir dans ta vie personnelle, dans ta vie. Donc, tu nous rappelles un peu ces valeurs ancestrales, fort intéressantes à la fin, pour nous ouvrir des perspectives très importantes sur, si vous voulez, l'école de demain. L'école marocaine de demain, qui devrait être une école interactive, une école qui se pense et qui se repense dans ces groupements très intéressants au sein de ce centre qui a plusieurs mérites à travers sa démarche, dans bien sûr, si vous voulez, la transmission des valeurs dont tu as parlé, mais également dans le développement humain, parce que vous affichez également le développement humain en tant que démarche fédératrice de votre action. Voilà, donc sans trop parler sur d'autres détails que tu as cités au passage, nous allons ouvrir le débat, nous allons peut-être noter quelques noms sur une liste avant de qui voudraient intervenir, s'il vous plaît, pour enrichir le débat, la présentation de Madame la ministre. Vous voulez bien vous présenter, Madame, s'il vous plaît?